Il y a peu de temps, je me suis retrouvée en délicatesse avec mon employeur sur un problème d'incompréhension réciproque. Je travaille à temps partiel pour une association et ma responsable me dit au cours d'une conversation la preuve qu'on est content de toi, c'est qu'on n'a même pas renouvelé ta période d'essai. Moi, ce que j'ai compris derrière ça, c'est le côté juridique du truc. Donc, je lui rétorque que ben, c'est normal que tu n'aies pas renouvelé ma période d'essai, puisque de toute façon, c'est pas légal, dans la mesure où je suis à temps partiel. Et là, j'ai vu qu'elle restait interdite, et elle me dit, mais tu fais exprès de pas comprendre en fait. Moi, je lui dis, mais comprendre quoi? Elle me dit, bah en fait, je suis en train de te dire que je suis contente de travailler avec toi, tellement contente qu'on n'a pas renouvelé ta période d'essai, et c'est l'une des premières fois que ça arrive. Et là, je lui dis, bah non, bah, j'ai pas compris ça, effectivement. Je, moi, tout ce que j'ai vu, c'est le côté juridique de l'échange. Euh, et là, j'ai vu qu'en fait, ça l'avait assez interloqué. Et moi, ça m'a fait de la peine. Parce que elle, ça l'a interloqué, parce qu'elle s'est dit que, bien que m'ayant embauché en toute connaissance de cause, parce que elle savait avant m'embaucher que je suis autiste et que je peux connaître des problèmes de compréhension quand les termes ne sont pas clairement utilisés ou les situations pas clairement balisées. Elle s'est dit, bah mince, alors en fait, malgré les efforts que je fais, on arrive encore à ne pas se comprendre. Et moi, ça m'a beaucoup affectée parce que d'ailleurs j'en ai pleuré alors que je suis pas quelqu'un qui pleure du tout. Parce que je me suis dit, même les personnes les plus bienveillantes à mon égard, ben, je suis pas capable de les comprendre. Je suis pas capable de comprendre un simple, un simple mot de réconfort ou un simple encouragement, un compliment, je sais pas en fait, parce que je vois toujours le sens premier des mots et des expressions.
Bonjour, je m'appelle Lali, j'ai 44 ans, j'ai été diagnostiquée il y a bientôt 2 ans, autiste Asperger. J'ai accepté cette interview et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir sollicité parce que on trouve sur cette chaîne euh, un certain nombre de témoignages qui permettent de mettre en lumière des, des personnalités neuro-extraordinaires. En général, les gens mettent euh, en opposition neurotypique à neuroatypique. Bon, et ben moi je préfère le terme de neuro extraordinaire au sens premier du terme. Je pense que c'est important de pouvoir diffuser des informations et des témoignages de vraies personnes plutôt que uniquement des théoriciens ou des médecins qui ont beau connaître la théorie, donc eh bien, ne vivent pas ce syndrome au jour le jour. Le terme autisme, pour moi, représente un ensemble de personnes qui vivent avec des spécificités communes. À l'époque, on distinguait l'autisme de Kanner, l'autisme Asperger, il y avait des tonnes de, de spectres intermédiaires, on va dire, et finalement, aujourd'hui, on parle de TSA, du trouble du spectre autistique, avec plus ou moins de déficiences cognitives, par exemple. Bon, je me situe dans le haut du spectre autistique, donc c'est-à-dire trouble du spectre autistique sans déficience cognitive, précédemment appelé autisme Asperger, autisme léger, autisme de haut niveau. J'aime pas trop ce terme d'autisme de haut niveau, parce que ça voudrait dire qu'il y aurait un autisme de bas niveau, ce qui n'est pas le cas. J'ai aucun problème à dire que je suis autiste. Je suis autiste, j'ai des tonnes de spécificités autistiques telles que les troubles du sens social, très très forts, euh, une forte résistance au changement, à l'imprévu. Euh, je ne reconnais pas les visages, je ne sais pas interpréter les émotions des gens, je ne sais pas interpréter les expressions faciales. Euh, et j'ai souvent du mal à interpréter le sens des propos des gens. Euh, En fait, quand quelqu'un dit quelque chose, et que dans sa phrase, un mot peut avoir plusieurs sens, j'ai une espèce de dictionnaire interne qui s'ouvre avec tous les sens de ce mot, et j'analyse assez rapidement ce qui peut correspondre, quel sens correspond à la situation que je suis en train de vivre. Bon, ça demande un effort permanent en fait de compréhension, de traduction. J'ai l'impression d'être perpétuellement dans une traduction d'une langue qui m'est inconnue et qui pourtant a les mêmes sons que ce que moi j'utilise quand je parle. C'est vraiment compliqué. Et puis les gens ne le comprennent pas ou ne veulent pas croire que c'est vrai. Parfois, enfin très souvent, euh, quand je réponds quelque chose à quelque chose qui m'est dit, on me dit mais tu fais exprès de pas comprendre. Ben non, c'est pas que je fais exprès de pas comprendre, c'est que j'ai compris un autre sens du terme. Euh, c'est pour ça que depuis des années, depuis très 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 longtemps, depuis toute petite, j'apprends des pages entières du dictionnaire avec les sens, les différentes entrées, le sens 1, sens 2, sens 3, ne serait-ce que le sens, la définition du mot sens, vous trouverez 5 ou 6 définitions en fonction du contexte. C'est pas simple. Et du coup, dans ma tête, j'ai les phrases qui s'impriment quand je parle ou quand quelqu'un me parle. C'est comme si j'avais une espèce de petit ordinateur là qui affiche les mots les uns après les autres. Et de temps en temps, ben, il y a un espace vide à la place d'un des mots. Et c'est là que mon fichier interne s'ouvre et que j'essaye d'interpréter le bon sens du mot. Alors très souvent, on va dire que j'ai beaucoup d'humour. Euh, bon, en fait, je fais pas forcément exprès, c'est juste que comme je comprends le mot de travers, pas dans son sens utilisé, euh,
et ben, je fais un jeu de mots, mais qui est lié à un autre sens de ce même terme. Heu, voilà, donc l'autisme, c'est très, très vaste, en fait. Vous pouvez avoir des troubles du spectre autistique sans forcément, être déclaré ou diagnostiqué autiste, et c'est ce qui fait que les gens ont du mal souvent à vous croire. Notamment lorsque vous annoncez, votre, diagnostic, à l'âge adulte, où les gens, vous ont toujours connu un petit peu fantaisiste, donc avec cet humour décalé aussi, hem, mettant aussi sur le compte de votre humeur ou votre caractère, le fait de pas aimer, les changements, de pas aimer le monde et cetera. Bon, ça, ces gens-là, lorsque j'ai annoncé, mon diagnostic, à l'âge adulte, il y a 2 ans, ça a permis de faire un tri naturel, dans mes contacts. Parce que les gens qui m'ont dit: «Tu devrais aller, consulter un autre spécialiste pour te faire, diagnostiquer», «Mais non, n'importe quoi, tu pas du tout autiste», «Mais non, tu pas du genre, on t'a jamais connu en train de te rouler par terre, ou de faire des crises pas possibles, au contraire, tu étais plutôt muette» et cetera. Ce sont des gens, et je pense que ça concerne la plupart des gens, qui ont une image de l'autiste, sévère, parce que les autistes, légers, donc autistes Asperger, ne présentent pas tous ces troubles du comportement que l'on peut retrouver dans d'autres formes d'autisme. Il y a encore un gros, gros travail, à faire pour faire connaître tous les types d'autisme et quelles sont nos limites, mais aussi nos forces. Alors je ne sais pas quelle est l'origine de l'autisme. On parle beaucoup, d'origine génétique. Bon, j'en sais rien. Dans ma famille, j'ai pas, de personnes, dans mes aïeux, en tout cas que j'ai pu connaître, qui présentaient, ce type de trouble. Mais, bon, aujourd'hui, on en sait de plus en plus, sur l'autisme, donc, peut-être qu'effectivement ça a un côté un peu génétique, je ne saurais le dire. Moi, je cumule autisme et haut potentiel intellectuel, ce qui fait que mon HPI a occulté ou caché en partie mon autisme. Euh, on a souvent mis sur le compte de la mère, et c'était horrible à voir quand on voit les images de l'INA qui vous présente des reportages qui datent des années 80, même 90, où on dit que c'est probablement lié à la mère. Bon, bah, moi, ma pauvre maman n'est pas autiste et elle n'a pas eu de comportement déviant à mon égard. Je suis la troisième de 4 enfants, mais nos autres frères et sœurs ont été élevés comme moi et pourtant ne sont pas autistes. Donc, bon, les conclusions un petit peu rapides n'ont pas lieu d'être. Ce qui est le plus difficile à gérer pour moi, alors il y a beaucoup de choses en fait. Déjà, comme je le disais en introduction, le fait de ne pas comprendre ce que les autres veulent dire du premier coup, ou être obligé de tout le temps contextualiser et même en contextualisant tomber à côté de la plaque, bon, ben, c'est difficile parce que ça rend les relations un peu compliquées. Ce qui est difficile aussi, c'est de ne pas supporter le contact physique. Je, je n'aime pas la promiscuité, j'aime pas le monde, j'aime pas la foule, j'aime pas me retrouver dans des soirées avec plein de personnes, j'aime pas me retrouver même, c'est difficile à dire, mais j'aime pas me retrouver dans des réunions de famille où on est tous ensemble à table pendant je sais pas combien de temps, avec le bruit, avec les bavardages, avec les discussions. Ça me stresse, l'idée des fêtes de Noël qui arrivent, où on va être 20 autour de la table, une première fois de mon côté et puis au moins du côté de mon époux après, mais quand même, où il faut se mettre dans une situation sociale avec un comportement attendu. Je je dois beaucoup réfléchir à tout ça et ça m'épuise nerveusement. Déjà rien qu'à l'avance, ça me stresse énormément, de me dire qu'il va falloir vivre ces moments qui sont des moments de partage heureux pour la
la plupart des gens, 99% des gens, je pense que tout le monde est content de fêter Noël, ou les fêtes de fin d'année, en groupe, en famille. Ben, moi, je serais contente, à la limite, de le faire qu'avec mon mari et mes 2 enfants, ça m'irait parfaitement. Mais je veux pas leur enlever ce plaisir, eux, de fêter, avec plus de monde et la famille en particulier, qu'on n'a pas vu depuis longtemps avec, le covid, cet événement joyeux. Heu, il y a aussi, les odeurs, enfin, en fait, la présence de l'autre, me gêne. Donc, partant de là, tout me gêne, quoi. Parce que je suis pas une ermite, je vis pas toute seule enfermée, dans ma tour. Par chance, on habite en pavillon, en cœur de ville, donc chacun dans notre, maison peut avoir son espace s'il le souhaite. C'est ce qui nous a sauvés, au moment du confinement parce que je pouvais et je peux encore m'isoler, dans une pièce, lorsque j'ai besoin de me retrouver toute seule, avec moi-même, de pouvoir réfléchir, même pas réfléchir, juste me reposer des stimuli, du quotidien, que ce soit les bruits, de la rue, les bruits de la maison, les sollicitations des enfants, le saxo du mari. J'empêche pas les gens de vivre et je comprends que les gens n'aient pas les mêmes envies, besoins, attentes que moi, mais voilà, moi ça me heurte. Au boulot aussi, c'est compliqué parce que, il faut avoir, encore une fois, une posture sociale qui est encore différente de la posture de celle qu'on a, en famille ou entre amis. Donc ça veut dire que je suis en constante observation de ce que font mes collègues, de leur attitude, de leur, relation au travail et j'essaye d'apprendre et de retenir les comportements qu'il faut avoir à chaque instant, pour, avoir l'air à peu près, normal, même si ce mot, ne veut rien dire. En tout cas, offrir un visage socialement, acceptable. Même si très souvent je fais semblant d'avoir compris, la situation et j'ai compris et après j'essaye d'analyser ça, soit avec mon mari, soit avec, la psychiatre, avec qui je continue à faire un suivi et dans laquelle on décortique, les situations, de des situations sociales en fait, que ce soit au boulot ou dans la vie de tous les jours, pour savoir comment faire pour les interpréter et puis, vivre avec. Ce qui est vraiment une gageure, de chaque instant. Le métro, hein, les transports en commun, c'est une réelle difficulté. J'ai une carte, mobilité inclusion qui me permet, de bénéficier, des places prioritaires dans les transports en commun et dans les files d'attente. Pour autant, ben, je suis régulièrement, rabrouée par les gens à qui je présente ma carte, qui, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, dans le métro, donc 4 personnes installées aux places, prioritaires, pour les personnes âgées, handicapées, enceintes, mutilées de guerre et tout ce que vous voulez. 4 personnes, étaient assises là, le reste de la rame était, bondé, pas d'autres places pour s'asseoir, donc je présente ma carte à ces 4 personnes en leur demandant si elles n'ont pas besoin de si elles ne bénéficient pas d'une place prioritaire, enfin de ce besoin de place prioritaire, de bien vouloir me céder leur place, s'il vous plaît, monsieur, madame. Je reste toujours polie et souriante. Et alors 3 personnes ont tourné la tête et la quatrième me dit: «Ben, vous avez qu'à aller vous asseoir ailleurs». Je dis: «Mais non, justement, si je m'adresse à vous, c'est parce qu'il n'y a pas de place ailleurs et que vous êtes installés, aux places prioritaires. Donc si vous ne faites pas partie des personnes prioritaires, je souhaiterais pouvoir m'asseoir, s'il vous plaît». Et là, la personne me répond: «Écoutez, non, j'ai pas envie de me lever, allez voir dans le wagon d'à côté». Alors là, je me suis liquéfiée sur place parce que je ne sais pas faire, face, à des réactions que j'ai pas pu anticiper. Voilà, c'était une réaction imprévue, inconnue, que j'avais jamais connue, que qui était dure pour moi. Du coup, je suis passée par toutes les phases de tremblement, de sueur, de je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire et du coup, bah, je suis bêtement restée assise complètement, debout, pardon. Je suis, bêtement restée debout, accrochée à ma barre, dans le monde, qui m'entourait et je suis arrivée au boulot, donc après 1h20 de transport, en commun debout, hem, dans un mode, de stress, qui était déjà trop énorme, pour que je puisse, ensuite enchaîner avec, une journée de travail, de 8 heures, plus à nouveau, les transports en commun.
Bon, j'ai bien pu le faire quand même, mais j'ai mis quelques jours à m'en remettre. Et pareil, dans les files d'attente, dans les supermarchés, par exemple, eh bien, quand je montre ma carte, on peut me rétorquer: «Ben, vous allez, aux caisses prioritaires», sauf qu'aux caisses prioritaires, il y a déjà des tonnes de gens, qui font la queue alors qu'ils sont pas prioritaires et quand vous passez, avec votre carte, en disant: «Pardon, pardon, pardon, je suis prioritaire», bah, les gens vous disent: «Bon, ben, ça va, vous tenez debout, quoi». L'autre jour, je présente ma carte, donc à un agent en lui disant que je suis prioritaire. Il dit: «Pas de problème, la prochaine caisse qui s'ouvre sera pour vous». Et là, au moment où j'allais à la caisse, un fauteuil roulant arrive avec une personne qui l'accompagnait et la personne en fauteuil roulant, de droit, pensant avoir, priorité devant tout le monde, va s'installer à la caisse qui venait de s'ouvrir. Je dis: «Mais écoutez, j'ai ma carte prioritaire, j'étais là avant vous». Et elle me dit: «Bah oui, mais moi je suis en fauteuil roulant». Oui, vous êtes en fauteuil roulant, mais en même temps, vous êtes accompagné de quelqu'un qui vous aide à faire vos courses. Comment situez-vous, le degré de handicap, en fait? Est-ce que le handicap est lié au fait de ne pas pouvoir marcher ou à d'autres, spécificités, en fait? Donc bon, j'ai laissé passer, bien entendu, parce que je suis polie et que je ne sais pas, gérer, les situations de conflit et puis même de discussions comme ça. Mais pareil, j'ai eu un gros coup d'émotion, je me suis dit: «Mais voilà, je suis aussi handicapée qu'un autre, en fait, et mon handicap n'est pas physique ou moteur, mais le handicap invisible, a cette, double peine que, bah, non seulement vous portez un handicap avec, tout ce qui est associé avec, mais en plus ça ne se voit pas, donc de toute façon, on vous considère comme normale et capricieuse parce que vous demandez à avoir une place ou, juste parce que vous essayez de faire valoir, vos droits. Mon handicap, je l'ai pas volé, je me suis pas autodiagnostiquée. Je vis avec depuis de longues années, j'ai eu de longues années de souffrance et aujourd'hui que mon diagnostic a été posé, ben, j'ai envie que mes droits, soient valables et qu'on me laisse plus, sur le côté du chemin. Alors pour, accompagner une personne, avec autiste, je dis pas que je souffre d'autisme, je dis que je suis autiste, tout simplement, ça fait pas de moi toute ma personne, je me définis pas par mon handicap, mais en tout cas, ça explique un certain nombre de choses. Et donc justement, apprendre à connaître les spécificités autistiques, ça permet d'accompagner la personne dans son cheminement et dans son parcours de vie. À titre d'exemple, j'ai donc été diagnostiquée tardivement et pendant les quelques mois qui ont précédé, mon diagnostic, c'était devenu vraiment compliqué parce que mes enfants étaient devenus ados et autant j'ai pas eu de problème de relation avec eux quand ils étaient plus petits, autant la période, adolescente, s'est révélée, une épreuve pour tous en famille parce que, les ados, mes 2 enfants sont HPI, et pour autant, ben, à l'ère de l'adolescence, ils ont commencé comme tous les ados à avoir un vocabulaire très pauvre et donc je les faisais reprendre, très, très souvent, à peu près à chaque phrase, pour essayer de comprendre ce qu'il voulait dire. «Tu as dit ça, mais ça voulait dire ça ou ça?» Et du coup, c'était: «Oh ça va, tu m'enquiquines», pour être poli. Hem, «Tu sais bien que j'ai voulu dire ça». Et puis même mon mari me disait: «Ben, enfin, tu vois bien qu'il veut dire ça, quoi, c'est». Et donc non, en fait, non. Et du coup, avec de grosses, grosses tensions avec mes enfants, puis aussi avec, mon mari que je reprenais aussi beaucoup, du coup, en disant: «Mais enfin, tu as voulu dire ça ou ça?» Et donc c'est à ce moment-là que je me suis dit: «Il faut vraiment que je me fasse diagnostiquer». C'est un processus que j'avais, entamé en 2007. Mmh, pas avant parce qu'en fait, je suis la troisième de 4 enfants et la neuvième de 50 cousins germains. Maman a beaucoup de frères et sœurs et plus jeune, bah, j'étais bien dans mon coin, ou en tout cas suffisamment bien avec mes frères et sœurs pour pas avoir besoin d'avoir d'autres copains en classe. Et de toute façon, j'avais pas de copains en classe. J'étais, le souffre-douleur, de mes camarades, longtemps, très souvent, harcelée, moralement, physiquement. J'ai,
connu beaucoup d'agressions physiques de la part de mes camarades qui me plantaient des fourchettes à la cantine ou qui me piquaient avec des cure-dents ou n'importe quoi, des bouts d'équerre pour me faire réagir parce que je restais très stoïque face aux agressions et je savais pas me faire d'amis en fait. Et moi, ça me dérangeait pas d'être tranquille dans mon coin, enfin, à partir du moment où on me laissait tranquille. Bon. J'avais en plus ce côté très agaçant où, étant HPI, dès que je levais la main, c'était pour donner la bonne réponse. Donc, bon, ben, ça, c'est insupportable aux yeux d'un enfant d'avoir quelqu'un qui parle jamais et quand il parle, c'est juste pour dire une bonne réponse. Ou la première de la classe. Bon, voilà. Et après, ben, collège, lycée. Au lycée, ça commençait à aller mieux quand même. Au collège, c'est toujours compliqué. Au lycée, ça allait mieux parce que les jeunes sont quand même moins dans le être clone à tout prix. Et comme je suis plutôt clown que clone, bon, ben, ça passait à peu près. Mais quand même pas avec des millions d'amis. Et puis après, à la fac, bon, ben, j'ai découvert le parfait anonymat qui m'allait très très bien. Personne ne faisait l'appel, j'étais dans une fac de lettres. Donc voilà, on ne faisait pas l'appel, on ne se souciait pas de savoir si j'existais ou pas. J'avais un petit ami à l'époque, ça m'a pas empêché d'avoir une vie amoureuse. Et j'étais copine avec le groupe de copains de mon copain, mais je me sentais toujours en décalage par rapport aux gens. Et puis après, j'ai commencé à travailler dans l'édition où j'étais à moitié à mon compte et à moitié salariée, mais en tout cas à temps plein quasiment chez moi. Donc ben, bien planqué chez moi avec mon mari et puis mon premier et puis mon deuxième enfant, ça m'a pas posé de problème puisque ben, j'avais pas d'interaction sociale au quotidien. Les interactions sociales que je pouvais avoir étaient celles avec nos amis. Et donc ben là, ben, je m'adaptais à ce que je pensais que les amis voulaient que j'ai comme attitude, de même en famille. Bon, je me taisais en fait en général, j'avais pas beaucoup de conversations parce que c'est pas que j'avais rien à dire, mais en général quand j'intervenais ou quand je prenais la parole, ben, ça intéressait pas tellement les gens, ou alors ils trouvaient que j'étais un petit peu bizarre ou que j'étais un peu à côté de la plaque dans ce que je pouvais dire, dans ce que je pouvais exprimer. Et en fait, un jour, j'ai eu besoin de sortir de chez moi parce que je me suis dit, être à son compte, je travaille à 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, j'ai envie d'être salariée et de pouvoir avoir des vacances et un salaire fixe. Et c'est là que les difficultés ont vraiment commencé parce que au travail, j'étais entourée de personnes qui ne me connaissaient pas, et à qui il fallait que je m'adapte, en fait, auxquelles il fallait que je m'adapte. Les situations sociales, genre les bruits de couloir, les sous-entendus, les non-dits, les implicites, que ce soit dans les relations amicales ou les relations de N+1 à collaborateurs que j'étais, sont devenus difficiles parce que je ne comprenais pas en fait. En tout cas, je comprenais de côté, et puis je comprenais pas pourquoi les gens ils venaient pour bavarder. Enfin, moi, dans mon fonctionnement cérébral, quand on me donne une mission, quand on me dit de faire quelque chose, ou quand, je sais pas, même des choses du quotidien, eh ben j'y vais franco quoi. Je vais tout faire pour bien réussir ma mission, pour ne rien laisser de côté, pour être dans le détail, hyper méticuleuse. Je peux y passer des heures et des heures et des heures. C'est ce qui fait que je suis hyper adaptable parce que je suis passée par pas mal de domaines différents d'un point de vue professionnel. Mais je suis capable de m'adapter à tout type de travail puisque j'ai cette énorme capacité à chercher le plus possible d'informations sur tel point de vraiment super bien maîtriser chaque point. Tant que j'ai pas fait le tour de la question, je me sens pas bien, donc je vais me donner à fond, à fond, à fond. Mais pour autant, c'est pas forcément ce qu'on vous demande en entreprise. On vous demande d'être performant, de rapporter du chiffre, voilà, mais pas forcément finalement d'être aussi performante que ce que j'avais, en tout cas d'avoir un équilibre entre la performance, mes aptitudes professionnelles et le savoir-être avec les gens. Et bon, comme je suis très franche, je ne vais pas mettre de tonnes de fioritures autour de mes propos. C'est gênant pour les autres, j'ai fini par l'apprendre en fait, après coup. Quand je rentrais à la maison, je comprenais pas pourquoi je racontais à mon mari pourquoi j'avais, je m'étais sentie mal à l'aise dans telle situation, et finalement, peut-être que je savais pas bien lui raconter pourquoi. Enfin, lui non plus ne comprenait pas pourquoi
j'avais interprété les choses de telle façon que c'était difficile. Et donc j'ai commencé à avoir une surcharge, mentale, quand je me suis retrouvée, dans le monde de l'entreprise. Heu, Jusqu'au jour, où, j'ai pris en stage une jeune autiste Asperger. Je ne savais pas à l'époque, qu'elle l'était, et ça a fait comme un effet boomerang. Elle est rentrée dans la pièce, j'ai cru que c'était moi, au même âge, la même façon de s'habiller, on se ressemblait même beaucoup physiquement. Les gens me demandaient si j'étais sa mère. Je dis: «Bon, non, il aurait fallu que je l'ai à 15 ans, mais bon, c'était pas vexant, mais bon, voilà quoi, j'étais un peu jeune pour avoir une fille de cet âge-là». Hem et et c'est là que j'ai commencé à me remettre en question. J'en ai parlé avec mon mari, j'ai regardé, après sur internet ce que c'était que l'autisme Asperger, parce qu'entre-temps elle avait été diagnostiquée. Il y avait quand même, 99,9 % des traits, qui étaient, communs, donc bon, ben, là j'ai commencé à regarder, je me suis renseignée, pour avoir rendez-vous à l'hôpital pour me faire diagnostiquer. 3 ans d'attente. Je me suis dit: «Ben, non, non, franchement, à mon âge, j'avais 30 ans à l'époque, qu'est-ce que ça va apporter de plus? Rien, enfin, je suis adulte, je sais vivre avec, ça va rien m'apporter de plus». Sauf qu'en fait, ben, non, en fait, je ne savais pas vivre avec, mais ou plutôt c'est les autres qui savaient pas vivre avec moi, et il m'a fallu encore un certain paquet d'années avant de faire cette démarche de diagnostic. C'est arrivé lorsque, bah, je me suis retrouvée en arrêt de travail, suite à un effondrement, physique, total, en entreprise. Poum, je suis tombée par terre, recluse de douleur, impossible de bouger. Mes collègues ont appelé, SOS médecin qui m'a envoyée à l'hôpital pour faire des examens parce que vraiment c'était des douleurs mais complètes, totales, du corps. Je pouvais plus rien bouger. Alors, bon, il se trouve que après des mois de recherche, enfin, j'ai eu des tonnes de problèmes de santé, physique vraiment à ce moment-là. J'ai même eu un cancer, et les médecins se sont demandé si c'était pas lié, en partie à, un effondrement psychologique. Donc il a fallu chercher la cause de cet effondrement psychologique, et j'ai profité, de ce que le confinement était arrivé pour me faire diagnostiquer. Alors bon, j'ai essayé de reprendre rendez-vous à l'hôpital, et là c'est à nouveau 3 ans d'attente. Donc j'ai décidé de passer par le privé en m'adressant au centre ressources autisme, d'Île-de-France, qui m'a orientée vers une psychologue, qui m'a orientée vers une psychiatre, spécialiste du TSA, et qui a posé mon diagnostic, très, très rapidement. Voilà, ça faisait vraiment pas du tout, doute que j'étais, autiste Asperger. En fait, mon plus gros handicap, c'est pas d'être autiste. Mon plus gros handicap, c'est, les autres. Heu, le fait qu'ils me comprennent pas, et que je sois pas leur clone. Donc je pense qu'on peut parler de enfin moi maintenant j'ai ouvert, la voie à la parole, à la discussion. Je ne cache absolument pas le fait, que je sois autiste. Je l'annonce même avant, donc depuis le diagnostic, j'ai changé d'entreprise, et je travaille dans une entreprise, bienveillante, à qui j'ai annoncé en préambule dans ma lettre de motivation que j'étais autiste Asperger et en quoi c'était une force. Moi qui suis responsable communication, parce que j'ai un traitement de l'information qui est tellement différent que, ben, au lieu de traiter l'information comme tous mes concurrents et qui font tous la même chose, eh bien, je vais proposer une autre façon de traiter le sujet, et donc de mettre, en visibilité, l'entreprise pour laquelle je travaille. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de prendre la parole, de dire que l'autisme, bah, c'est pas grave, c'est pas une maladie, de toute façon, on n'en guérit pas. Donc il faut apprendre à vivre avec, soit avec ce trouble-là, et que les autres vivent avec vous avec ce trouble-là aussi. Donc l'importance de la prise de parole, heu, n'est plus à démontrer. Je constate aujourd'hui qu'à travers les petites vidéos que je peux faire, sur ma petite chaîne YouTube, très modeste et qui a pas vocation à me rendre célèbre, hein, je constate une demande des personnes qui se posent des questions sur leur autisme, hein, sur leur, personnalité, et des entreprises également qui, font appel à moi pour, en disant: «Bon, ben, on voit que vous le vivez bien, vous vivez, je vis, c'est vrai, un autisme joyeux». J'ai décidé de
pas être triste, c'est pas une tare, quoi. J'apprends à vivre avec, enfin, je vis avec et puis, j'apprends à décoder le monde autour de moi et si ça fait de moi quelqu'un de particulier, bah, tant mieux, voilà, je ressemble, à personne. Je suis unique, mais comme vous, en fait, comme chacun des êtres de cette terre. Chaque, personne ne peut dire qu'il est, le clone d'un autre, ou alors c'est super triste, quoi. Même les jumeaux entre eux, les vrais jumeaux, monozygotes sont sont pas identiques à 100. Chacun a ses émotions, chacun a son caractère. Donc, pourquoi moi, je serais, le clone d'un autre? J'ai des jolies spécificités qui font de moi quelqu'un d'atypique, mais pas moins attachant, qu'un autre. Alors, bien entendu, il existe des clichés persistants, sur l'autisme, on en parlait au tout début. Les gens, heu, mettent dans le sens autisme, la vision de l'enfant qui se roule par terre, qui est non verbal, qui bave, qui fait des crises, qui se balance, et cetera. Donc l'autisme, sévère. Donc il y a un gros travail à faire, pour que les gens voient que, bah, il y a des gens comme moi qui ont l'air normal et qui sont autistes. Et bah, ça tombe bien, je suis normale, je suis juste, neuro extraordinaire, quoi. Voilà, tout trouble, finalement, rentre dans la normalité, puisqu'il n'y a pas de personnes qui sont identiques. Voilà, je reviens à ce que je disais, juste avant, le terme de normalité, n'a pas lieu d'être. On est tous différents, chacun avec notre histoire de vie, chacun avec, ou pas, nos maladies, nos handicaps, notre caractère, qui sont liés, parfois à l'inconnu, parfois à l'indicible, parfois à une maladie, parfois au pas de chance, parfois à la chance. Heu, voilà, il faut que les gens changent de regard, sur l'autisme. Évidemment, il est important de continuer à médiatiser ce sujet, pour, ne plus faire de nous, des bêtes de foire ou nous enfermer, dans des internats, qui nous soigneront pas puisque de toute façon, on n'est pas malade. Humainement, l'autisme, est très riche. Je pense que la plupart des autistes n'ont pas de préjugés, contrairement à ceux qui nous jugent. Je veux dire par là que, je considère les gens comme des êtres humains, enfin comme des personnes qui me parlent, qui expriment des sentiments, des sensations, même si je ne suis pas capable forcément bien de les interpréter. Mais en aucun cas, je vais m'attacher, à l'apparence, à la couleur, à l'origine ethnique, heu, à le à la sexualité, je m'en fiche de savoir si les gens sont LGBT, homo, hétéro, ce qu'ils veulent, enfin ça les regarde, hein, ça me regarde pas moi. Je m'attache pas, à savoir, s'ils sont petits, gros, grands, heu, je définis pas les gens par leur apparence, je définis pas les gens par par leur handicap, par leurs troubles. Hem, je suis beaucoup plus simple que ça, en fait, dans mon approche de la personne. C'est une approche qui est directe. Voilà. À un moment, on a un échange. Qu'est-ce que je retiens de cet échange? Je suis incapable de savoir, de vous décrire de vous décrire, une personne connue. Je suis incapable de plein de choses, mais en tout cas, je suis capable d'humanité. Dire que les autistes, manquent d'empathie, est-ce que c'est le cas? Si on met à empathie le sens de, on s'intéresse pas tellement, on s'apitoie pas, sur, les difficultés des gens, c'est vrai, je manque d'empathie, je ne m'apitoie pas sur les difficultés des gens. En revanche,
je ne vais pas me réjouir des difficultés que rencontrent les gens, je vais essayer d'en discuter avec elles et de voir le côté positif qui permettra de se sortir de telle ou telle difficulté. Alors les gens peuvent trouver que je manque de sympathie parce que je ne suis pas là à m'apitoyer sur leur sort, mais comme moi je ne m'apitoie pas sur le mien non plus, parce que j'en suis pas capable, ce qui est passé, les événements douloureux sont passés, je les rumine pas, je suis toujours, je vais vers l'avant en fait, je vis dans une sorte de résilience complète et de chaque instant. Je suis heureuse, je suis autiste, je suis surtout Lali, et je vous remercie de m'avoir accordé cet entretien qui m'a permis de parler de choses dont je ne parle pas forcément tous les jours, et j'espère que ça servira aux personnes qui se posent des questions sur elles-mêmes, soit en tant qu'autistes potentiels ou des gens qui sont entourés par des personnes autistes, qui trouveront des réponses et qu'elles n'hésiteront pas à interpeller les autistes qu'elles connaissent pour mieux comprendre mutuellement notre mode de fonctionnement.